Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je compte sur tous les collègues en scène avec moi aujourd'hui pour vérifier que la technique suit bien ce premier webinaire qui est une première. Donc, ravi et de vous saluer sur ce webinaire AFNOR UF 91 qu'on est très content d'organiser et on va faire ça à plusieurs. Donc, pour pas perdre de temps, on n'a qu'une heure devant nous, une heure qui va être très dense. Je vous propose l'agenda de cette séance, de cette matinée. On va faire ça à 8 mains, à 4 personnes, sous le pilotage de Sacha qui est côté AFNOR. Donc on est 4 ce matin à vous présenter l'AFNOR UF 91, les travaux qu'elle a déjà conduits, la fameuse AFNOR Spec 2212. Donc moi je suis Christian Maudet, je prends la parole en premier. Je suis président de l'UF 91 depuis quelques semaines et je suis super content de succéder à Catherine Geffos de la DGA. On reviendra un petit peu sur ça tout à l'heure. Le trombinoscope que vous voyez à l'écran, c'est d'intervention des collègues qui ont accepté ce challenge de présenter ça avec ce matin. Donc, on a William Marais de ID3 Technologies qui va nous faire un bref historique de la naissance de l'UF 80, la renaissance de l'UF 91 et la naissance de l'AFNOR Spec 2212. Grégoire et Christophe, qui sont avec nous aujourd'hui, seront là pour vous présenter des mises en œuvre, qu'est-ce qu'ils en ont fait, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme futur à partir de ce type de travaux. Donc, je les laisserai se présenter très brièvement lorsqu'ils prendront la parole. Donc, moi, je suis Christian Maudet, je suis au sein de Thales, je suis expert en méthode et outils de conception de cartes électroniques et je suis passionné depuis toujours pour l'efficacité de la conception des cartes électroniques en particulier. Ces travaux-là, je dirais, c'est une carrière entière dédiée à ce sujet. Donc très vite, on finira, je reprendrai sûrement la parole enfin pour clôturer la séance et expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble. Mais très vite, UF 91, AFNOR UF 91, qu'est-ce que c'est? L'AFNOR UF 91, l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. L'AFNOR, c'est le comité miroir français de l'IEC. IEC TC 91. L'IEC, c'est l'équivalent de l'ISO. L'ISO est plus connu. L'IEC est central pour les électrotechnologies. Donc, électrique, électronique, tout ce qui va attrait à ça, c'est dans le cadre de l'IEC qui est l'équivalent de l'ISO. Donc l'UF 91 est le comité miroir français que je vous ai évoqué de l'IEC. L'IEC est une vieille dame dont la première réunion était en 1906 pour les électrotechnologies, président Lord Kelvin, que l'on connaît par ailleurs lorsqu'on gravite dans l'électronique, et la France y est présente en 1906. Si on regarde un petit peu la cartographie de tête de l'époque, on retrouve les pays européens, on va retrouver les États-Unis, on va retrouver le Japon en première ligne sur ces travaux de standardisation et de normalisation. Je vous évoque au niveau IEC, on va parler de TC 91. TC, ce sont des Technical Committees. Les Technical Committees, donc nos comités techniques, dans le cas des électrotechnologies, il y en a 117. Et ils ont tous un code. Par exemple, le TC14 traite des transformateurs, le TC40 va traiter des condensateurs et des résistances, et le TC77, par exemple, les éléments relatifs à la CEM. Et le TC91 est le Technical Committee relatif à la conception, la fabrication et le test des cartes électroniques. Donc, le sujet de ce matin, on va parler essentiellement de cartes électroniques. Je ne vais pas aller plus loin sur cette mise en bouche et je vais proposer de suite à William de prendre le relais et de nous faire un rappel de la naissance de cette AFNOR et de la naissance de l'UF 91 au sein de l'AFNOR. Ok, donc bonjour à tous, William Marais, donc société ID3 Technologies, on est basé sur Grenoble, on est bureau d'études. On va regarder l'historique de la conception, enfin de la création de l'AFNOR Spec 2212, voir d'où ça vient et essayer de commencer à dire où on va. En parlant notamment donc de l'importance de la normalisation en conception électronique. Si on veut avoir une industrie électronique en France, dans le but de produire en France, il va falloir concevoir en France. En effet, il y a peu de chances pour que des conceptions qui viennent de l'étranger, que ce soit d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique, viennent se fabriquer en France. On n'est pas, on va dire, sur le créneau fabrication suffisamment performant d'un point de vue prix pur, même si on est performant d'un point de vue technologie, pour attirer
des acteurs étrangers. Donc, si on veut fabriquer en France, va aussi falloir concevoir en France. Pour concevoir correctement, il va falloir offrir une référence technique pour faciliter ce qu'on a appelé le mode garage. Le mode garage, c'est ce qui va être l'apanage des startups. Pas que. On voit souvent des entreprises relativement établies avoir des modes de fonctionnement en mode garage à côté d'un mode, on va dire, beaucoup plus cadré, mais parfois un peu trop, donc qui pénalise un petit peu l'efficacité. Donc le mode garage est important. Nommer les choses clairement, les cartes électroniques, c'est la base de beaucoup de choses qui nous entourent. Et ces déclinaisons ont des effets directs sur notre vie au quotidien. Aujourd'hui, pas de cloud, pas d'IoT, pas d'IA, sans carte électronique, pas d'internet accessoirement. Et si on ne maîtrise pas ces technologies-là, on est dépendant des gens qui les maîtrisent. Célébrer les résultats, mais pas les lancements. On n'est pas là pour faire des effets d'annonce. On est là pour obtenir des résultats tangibles. Et c'est un petit peu ce qu'a guidé l'AFNOR Spec 2212, la création de l'AFNOR Spec 2212, c'est d'obtenir quelque chose qui est efficace, directement applicable, qui est pas forcément le plus ronronnant, on va dire, d'un point de vue mise en forme, mais qui en tout cas donne des résultats. Et c'est ça qui nous intéresse. Pour une industrialisation électronique réussie, on va avoir un certain nombre de paramètres clés. Il va falloir faire gaffe à utiliser un outil CAO unique dans une même entreprise. C'est ce qu'on préconise en tout cas. Le but du jeu étant de capitaliser autour de cette expérience et permettre une standardisation des méthodologies et des processus de conception. Autour de cette CAO unique, utiliser une bibliothèque CAO centralisée. Tous les acteurs au niveau donc du routage utilisent la même plateforme. Et là aussi, permettre de capitaliser sur typiquement les empreintes, en évitant les duplications, les écarts de sources et obtenir partager à tous les meilleures avancées dans le domaine. Et enfin, utiliser des paramètres industriels communs. Donc, c'est comment on va paramétrer les outils pour obtenir des produits fabricables par design, tuer les problématiques avant même qu'elles n'apparaissent dans le cycle de conception, et donc inviter les cycles de révision et les risques d'erreur. Ensuite seulement, le métier permettra de s'attaquer aux performances, SI, Power, Thermal, CEM et autres, mais sur des bases véritablement industrielles. Au niveau de l'industrialisation, de la normalisation, eh bien, on n'est pas tout à fait à nos débuts, puisque dès 1971, en France, la norme NFC 93713 a jeté les premières bases d'une normalisation de ces paramètres de routage en particulier. 1989, il y a eu la dernière édition de la NFC 93713. Malheureusement, à partir de 89, il n'y a plus d'évolution de cette norme. La technologie, elle, ne s'est pas arrêtée pour autant. En 2019, la 93713, au bout de 30 ans, est devenue obsolète. L'AFNOR a prévenu les comités, les comités techniques, mais en France, il y avait personne qui répondait puisque il y avait plus personne en termes de normalisation. En 2022, le collectif 2212 prépare l'AFNOR Spec avec un certain nombre de sociétés, dont des fabricants de PCB, bureaux d'études, des éditeurs de logiciels et des fabricants de produits mil-aéro, mais également grand public. En 2023, l'AFNOR Spec est sorti et a obtenu également donc cet électron d'or. Et en 2024, l'AFNOR Spec a été proposé à l'IEC via le TC 91 qui a voté de manière positive et unanime pour transformer l'AFNOR Spec en IEC PASS qui devrait sortir prochainement. Donc on renoue avec l'héritage de la 93713 en proposant des paramètres de routage standardisés et bien sûr actualisés.
L'évolution des standards et le contexte international. Donc, comme on l'a vu, il y a eu une pause des travaux de standardisation en France depuis 89 et jusqu'au début des années 2020. Cependant, parallèlement à ça, dans les années 80, les grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises américaines, ont largement externalisé leur fabrication électronique dans des pays à bas coût, créant un besoin croissant de contrôler les produits sous-traités. Ce qui a permis et motivé l'émergence des standards IPC, notamment les normes de contrôle, enfin les standards de contrôle IPC A600 à 610, qui sont nés dans les années 80 et se sont largement déployés dans les années 90 à 2010 et sont devenus une référence mondiale pour l'acceptation des circuits. Parallèlement à ça, les besoins de standardisation se sont quand même fait sentir, et donc un certain nombre d'entreprises ont identifié ce manquement, ce qui a amené à la multiplication de guides internes, société par société, pour essayer de fournir quelques paramètres aux outils de CAO qui proposent des DRC, mais sans les valeurs pertinentes qui vont avec. La méthodologie pour créer la FNORSPEC 2212, donc c'est constitué autour des sociétés que j'ai citées précédemment, un panel d'experts, quinzaine d'experts qui se sont réunis un nombre assez significatif de fois, je crois une quinzaine de réunions pour constituer ces paramètres-là. Et ça a donné un tableau de paramètres standardisés, donc quelque chose de très synthétique, pour concevoir les circuits imprimés avec une meilleure maturité industrielle. L'intégration dans les outils de CAO est tout à fait possible et facile dans les outils d'EDA pour faciliter le travail des concepteurs, tout en assurant une norme commune et en garantissant en fait le fait de saisir ces paramètres directement dans les DRC des outils permet de garantir le respect de ces valeurs. Elle est adaptée à la complexité réelle, puisque les classes de routage sont liées au pas des composants et qui donc permet d'obtenir une complexité ajustée au choix des composants et donc un prix de circuit imprimé ajusté notamment au choix des composants. Donc ça met aussi en exergue l'importance du choix des composants. Reconnaissance nationale et internationale, donc l'AFNORSPEC a obtenu la transformation en passe par l'IEC en 2024, donc ce qui va amener à des évolutions au niveau international et sur la base d'un standard mondial basé sur l'expertise française. Et au passage, donc l'électron d'or obtenu en 2023. La suite est quand même prévue avec donc là on repart sur une frise qui démarre en 2022 avec la préparation et la sortie de la FNORSPEC 2212, mais qui se projette au travers de l'IEC d'une part, donc à l'international, et au travers également de nouvelles variantes, enfin de nouvelles évolutions, pardon, de l'AFNORSPEC 2212. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc l'intérêt de standardiser maintenant, puisque maintenant on a vu que on avait intérêt pour la partie conception. Donc c'est bien de repositionner la carte électronique au cœur de nos préoccupations, puisque tout ce qui utilise notamment un logiciel, de plus en plus, il y a relativement peu, il y en a, mais il y a relativement peu de cartes purement analogiques. Ça se base sur des équipements électroniques et des systèmes électroniques. Et toutes ces applications sont ultra présentes dans tous nos domaines du quotidien. Je vais donner un petit exemple graphique, mais il y en a plein d'autres. L'idée est de porter une vision de l'ensemble de l'électronique et de regarder suffisamment loin pour relier conception, fabrication, enseignement, attractivité, faciliter les fonctionnements transverses et permettre aux experts d'œuvrer pour le bien commun. Donc le but est ici d'organiser la transmission des savoirs et la dissémination des savoirs par construction, par design. Accessoirement, ne pas laisser le pouvoir aux seuls éditeurs de logiciels. Effectivement, l'esprit garage, donc ce qu'on disait tout à l'heure,
sur le fait qu'on veut pouvoir aller assez vite au résultat, mais sans prendre de risques au niveau industriel, il a souvent disparu. Le but du jeu, c'est pas de se retrouver coincé dans des solutions trop complexes au niveau des outils, et donc de maîtriser les paramètres par un document externe qui n'est pas dépendant des éditeurs logiciels, et obtenir ainsi donc des gains de compétitivité importants et immédiats, puisque cette standardisation paramétrique permet d'obtenir des circuits rapidement efficaces, et donc permet la compétitivité, je vais y arriver, à toute la filière. 85% des gains de compétitivité proviennent des actions de standardisation des commodities. C'est Didier Salles qui a dit ça, donc voilà, qui est membre du Bureau national du Conseil national des achats, pour dire l'importance de ces paramètres, des choses qui paraissent simples en première approche, mais qui ont des conséquences importantes sur le résultat lui-même. Ne pas oublier que coût de la main d'œuvre oblige, on peut pas se permettre d'être mauvais en Europe. On peut pas prendre le risque d'avoir à refaire des produits parce qu'on n'a pas réussi à les sortir bons du premier coup. Donc, il faut se donner tous les moyens dans le domaine. Et maintenant, le but, c'est de disséminer l'information, donc connaître, s'attacher, s'engager. Donc, on fait des présentations au niveau de la FNORSPEC depuis 2023 auprès de différents réseaux. Donc, on a fait des présentations dans le cadre de WeNetwork, de l'AFNOR, de l'EIPC, de l'AFNET, de la DGA, de la CEI, donc de la DGI, DGE, auprès de nos futurs ingénieurs et techniciens dans les écoles. Des outils ont déjà intégré la FNORSPEC, et on va voir deux exemples juste après. Donc, avec France CAO et Aster qui va nous présenter DFM Express. D'autres intégrations sont en cours auprès d'éditeurs de logiciels également fort connus. Voilà pour cette première partie. Je passe la main à nos collègues pour les présentations de détails. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, William. Il y a eu beaucoup de questions-réponses. Alors, je vais reprendre la main 2 secondes, parce qu'on a présenté l'AFNOR 2212. On va l'illustrer dans la mise en œuvre, aussi bien par Grégoire que par Christophe ensuite. Mais avant, on va essayer de prendre 2 ou 3 minutes pour montrer à quoi elle correspond, cette AFNORSPEC 2212. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, l'AFNORSPEC 2212, je vous ai surtout mis sur ce premier slide les personnes qui ont contribué à la rédaction de cet élément, les différentes entreprises que vous avez pu voir tout à l'heure. Vous avez des visages en plus, avec une pensée sincère pour Agnès Chaillot de MBDA qui nous a quittés cette année, qui a été un membre plus qu'actif dans ce travail. Donc, pour sa mémoire, on continuera le chantier, et je reviendrai un petit peu là-dessus juste après. William a évoqué 10 à 15 réunions. On a été plus efficace que ça encore. On a fait 4 réunions plénières, des journées entières avec cette équipe-là, et naturellement, on a bien travaillé entre les séances pour que tout ça soit efficace. Et à quoi ça correspond l'AFNORSPEC 2212? Donc l'AFNORSPEC 2212, de manière très très concrète, c'est un document de 27 pages. Un document de 27 pages accessible gratuitement sur le site de l'AFNOR. Vous avez le QR code ici. Je vous invite vraiment à le télécharger. La lecture n'est pas très longue, surtout pour les gens qui sont concernés par les cartes électroniques. Et l'accès y est gratuit. Vous pouvez le récupérer en français et en anglais. L'ensemble des slides et des supports et l'enregistrement vous sera communiqué, donc vous pourrez tout à fait reflasher le code ensuite. Le document, la FNORSPEC 2212, c'est également un flyer qu'a évoqué William juste avant moi. Ce flyer regroupe sur une sorte de document format plutôt A3
tous les paramètres à connaître. Ça fait un super calendrier, ça fait un super arrière de calendrier, ça fait un super sous-main, et je le retrouve de plus en plus dans les bureaux d'études électroniques, ce qui montre sa cohérence par rapport aux attendus. On va revenir un petit peu sur le contenu de ce document ensuite. Mais qu'est-ce que c'est avant tout les concepts de base? Le concept central qui a été sous-entendu juste avant, c'est que le pitch des boîtiers des composants influence la classe de routage. Et ce message est vraiment essentiel, central. Le pitch, le pas, la distance entre deux broches de composants, influence la classe de routage cohérente par rapport au contexte. Ce concept de classe de routage nous semble toujours innovant, et pourtant il a été pensé dès 1971, et les premières traces écrites, on les retrouve en 1973 dans une des premières versions de la NF 93-713. Et dès cette époque-là, l'arrivée des composants pour concevoir des cartes électroniques avait des géométries, des tailles qui se réduisaient, et déjà on avait structuré la distance entre les différentes broches pour en faciliter l'utilisation d'un point de vue industriel, mais également pour en faciliter la conception. Et la France avait imaginé, à partir des boîtiers traversants de l'époque, établir des notions de classe de routage. Si je prenais des gros composants, mais je devais prendre des grosses pistes, des gros trous pour assurer mon circuit imprimé. Si je prenais des composants plus avancés avec des distances entre broches plus petites, eh bien j'utilisais des paramètres de routage d'une classe plus élevée. Donc cette notion de classe de routage, elle fait partie de nos gènes de l'électronique en France, de notre ADN depuis toujours. Sur ce tableau, on va voir assez rapidement que les familles de composants actuels, qui ne sont plus traversants, même si on en a quelques-uns sur le bas de l'écran, la distance ou le pas, ou en français le pas, ou le pitch en anglais, entre les différents broches d'un même composant, mais va orienter vers une classe de routage cohérente pour l'utilisation de ce composant. Naturellement, plus le pas se réduit entre les broches de composants, plus on voit que l'on monte dans les classes de routage adaptées. Et naturellement, le prix du circuit imprimé avec des classes de routage plus élevées va également grimper. Donc tout l'art d'un implanteur, et je leur fais confiance, c'est d'être devant une situation de complexité de choix de composants, mais d'identifier la classe de routage la plus cohérente par rapport au contexte. Donc ce tableau, il est central, et vous voyez qu'à partir d'une simple matrice, on arrive à identifier quelles sont les classes de routage. Donc, une fois qu'on a dit que le pitch des boîtiers des composants influence la classe de routage, ça n'influence pas que la classe de routage. Le pitch des boîtiers des composants influence également les technologies des VIA à utiliser. Plus je vais monter dans les classes de routage, plus je vais avoir des technologies de VIA à mettre en œuvre sur ma carte. On va parler de VIA traversant, de VIA borne, de VIA enterré pour des VIA perçage mécanique, mais également des notions de micro-VIA, des VIA laser pour interconnecter deux couches consécutives avec des dimensions plus petites. Et on retrouve une collection de VIA qui vont se retrouver utilisés quelquefois sur une même carte, et qui font monter en complexité. En complexité. Donc ce type de tableau est également clairement présenté et exprimé dans le document AFNOR 2212. Mais c'est pas fini. Le pitch des boîtiers, donc on a vu qu'il influence les technologies des VIA à utiliser, qui influence les épaisseurs des cuivres sur les couches. Donc mes VIA, quand je vais utiliser des VIA différents, ça va impacter l'épaisseur possible du cuivre sur la couche, ou l'épaisseur finale. Et on va voir qu'en plus, cette épaisseur, elle va influencer les classes de routage possibles. Et là, on a un système à variables multiples qui représente bien la complexité du placement routage des cartes électroniques aujourd'hui. On a une diversité de composants de plus en plus miniaturisés qui imposent des isolements et des conducteurs de plus en plus petits sur les cartes, mais également des types de VIA de différents mixés sur une même carte, et ces types de VIA vont impacter les épaisseurs de cuivre qui, eux, en boucle de retour, limitent ou pas l'utilisation des classes de routage. Donc cette complexité, c'est la complexité de la carte électronique mondialement,
peu importe le secteur d'activité, dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans le spatial, l'aéronautique, la défense que le consumer, l'automotive, dans tout ce qu'on voit, cette clé, cette combinaison, c'est la difficulté qu'on a résolue. L'AFNOR-SPEC 2212 résout cette équation. Et là, on doit être fier du travail qui a été fait par cette équipe d'experts. L'AFNOR-SPEC 2212 résout l'équation de ces variables multiples et propose les paramètres adaptés, et en plus des paramètres adaptés aux outils CAO qui vont permettre de répondre à l'équation qu'on vient de poser. Outils CAO aussi bien utilisés en conception et en vérification. Naturellement, les gens qui font du placement routage de cartes, on a pour les cartes rigides telles qu'on l'évoque ce matin, on a des paramètres à prendre en compte dans notre outil de conception, des paramètres mécaniques relatifs à la distance d'un trou par rapport à un bord de carte, le rayon de courbe, le rayon pour détourer une carte électronique. Donc on a un ensemble de paramètres mécaniques plus ou moins complexes et donc avec un impact économique de plus ou moins important sur sa conception. Les paramètres des conducteurs qu'on vient d'évoquer, les pistes, les vias, les microvias et tout ce qui va derrière. Le vernis épargne, aussi important que le cuivre en termes de conception sur une carte électronique, et également les paramètres de marquage, aussi bien des paramètres marquage par encre ou autre. L'AFNOR 2212 résout l'équation en adressant des paramètres cohérents pour tous ces types de paramètres qui sont directement des paramètres qu'on va venir renseigner dans les outils CAO. William nous l'a évoqué, nos éditeurs CAO en conception carte électronique, ils proposent des moteurs pour supporter des règles, mais ils ne proposent pas les règles à mettre dans ce moteur. S'ils ne les proposent pas, c'est qu'ils ne les ont pas trouvées de manière standardisée, de manière paramétrique à rendre compte. L'AFNOR 2212 a été plus loin. On a même été jusqu'à proposer une manière, on a codé avec des conventions l'ensemble de ces paramètres. Donc, on va retrouver des préfixes pour les paramètres mécaniques et des préfixes qui s'appliquent aussi bien en français qu'en anglais. Et tous les paramètres que l'AFNOR-SPEC 2212 va évoquer va représenter les paramètres. Quand ils seront en majuscule, ce sera une valeur directe. Quand ça sera en minuscule, ce sera une tolérance applicable à un paramètre. Donc, on a standardisé également la manière de nommer l'ensemble des paramètres. Donc, si je reviens sur le flyer qui est plus simple à vous présenter ce matin, on va retrouver dans le flyer l'ensemble des tableaux que on a détaillé dans le document essentiel à lire de 27 pages. Donc, je vous invite à nouveau à aller voir le document complet pour avoir la compréhension d'ensemble. Une fois qu'on est habitué, la plupart des gens vont se suffire de ce flyer pour travailler. On va retrouver tous les tableaux. Les premiers tableaux qui vont nous permettre d'identifier la classe de routage la plus cohérente, les types de via que je vais pouvoir utiliser par rapport à mon contexte de routage. Et vous voyez des codes couleurs pour les paramètres mécaniques, où on voit un rose qui a été retenu, les conducteurs en cuivre, un orange cuivré qui a été pris, les paramètres de vernis épargne en vert, les paramètres liés aux trous mécaniques et microvia sur la partie droite et les paramètres de marquage. Donc ce flyer, on a vraiment tous les paramètres regroupés sur un ensemble avec notre culture du dessin mécanique où on a des illustrations avec des petits repères qui nous permettent de retrouver le repère. Donc on a comme des repères topologiques qui alimentent l'ensemble de nos illustrations, qui nous permettent de nous retrouver dans l'ensemble des tableaux. Je vous dresse un portrait très rapide. Maintenant, je vais proposer, comme on a une base paramétrique établie, mature, comme on a des outils CAO et des outils paramétriques, le lien semble naturel. On va voir comment Grégoire puis Christophe ont pu exploiter ce patrimoine paramétrique directement dans des outils d'aide à la conception ou à la vérification. Je vais arrêter mon partage et je compte sur Grégoire, notre geek du placement routage pour la suite. Ok, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis routeur CAO et créateur de contenu. Deux très bonnes raisons pour moi d'adopter l'AFNOR SPEC 2212. En tant que routeur CAO, je voulais faire prendre un petit peu de temps pour faire un retour d'expérience sur l'AFNOR SPEC 2212 et ce qu'elle m'a apporté. Ça faisait plus de 10 ans que j'attendais ce document.
Mon métier m'a permis de travailler avec plus de 50 clients différents. Ça a été pour moi une source d'apprentissage inestimable, mais pour pas le cacher aussi, ça a été une source de casse-tête. Chaque client, chaque semaine, je devais appliquer des paramètres différents. J'ai vraiment pu constater que chaque entreprise a ses design rules différentes et ou n'en avait tout simplement pas. Combien de fois je me suis posé la question comment paramétrer mon logiciel, quelle valeur dois-je mettre, combien je peux mettre au minimum, où est-ce que la valeur est critique ou est vraiment nécessaire. L'After Spec 2212 apporte vraiment des valeurs concrètes et très accessibles. C'est vraiment un gain énorme pour notre métier. Il minimise aussi les déconvenus en fin de projet. Lorsque le fabricant reçoit la carte et fait son analyse DFM, il n'y a plus de mauvaises surprises qui peuvent coûter très cher. On le sait tous, plus une erreur est détectée tard dans le projet, plus les conséquences sont énormes. Tout ça pour vous dire que notre métier, dans notre métier, c'est déjà un document indispensable. Et comme Christian et William l'ont dit avant moi, c'est tout le secteur qui est impacté positivement, et pas seulement les PCB designers implanteurs. Revenons sur l'intégration dans mes outils. Je vous l'ai dit, en tant que créateur de contenu, la Spec 2212 a été aussi pour moi une excellente nouvelle. La façon dont il a été écrit, avec ses plus de 800 valeurs paramétriques, facilite l'intégration dans nos logiciels CAO, mais invite aussi à la création d'outils annexes pour faciliter notre quotidien. Je vous invite à aller voir mon site internet francecao.fr ou les premiers outils gratuits qui intègrent les valeurs de la Spec 2212. Je vous propose de partager mon écran et de vous faire une petite présentation rapide. Donc ici, on se retrouve sur le site de francecao.fr. Vous allez voir ici en haut, on va revenir dessus, on a une partie formation. Ici, je vais vous présenter les outils. Je l'ai dit précédemment, plus on anticipe tôt, plus les gains pour nos projets sont conséquents. Comme l'a présenté Christian, la Spec 2212 doit arriver dans votre projet dès le choix de vos composants. Et grâce au tableau de l'AFNOR Spec 2212, vous pouvez dès cette phase connaître la classe de routage de votre PCB et anticiper sa complexité. Le format PDF peut être assez lourd à traiter, surtout quand on a beaucoup de composants. C'est pour ça que j'ai voulu créer cet outil et faciliter cette démarche tout en apportant des éléments supplémentaires. Donc ici, on va retrouver sous une forme différente, mais le tableau que Christian vient de nous présenter, où on va pouvoir dire dans ma carte, je vais avoir un BGA de 0,8 mm avec un pas de 0,8 mm. On va voir, vous allez remplir tout au fur et à mesure. On voit ici, ça se met à jour automatiquement en haut. Donc on voit les classes compatibles ou incompatibles. Donc si on n'a que des classes incompatibles, il va nous le dire. Donc là, soit il faut revoir vos composants, soit voir avec le fabricant ce qu'il est possible de faire. Donc après, vous pouvez cliquer sur suivant. Et on retrouve le deuxième tableau que nous a parlé Christian, donc des via structures. Donc on va pouvoir voir ce qu'on va pouvoir mettre dans notre circuit, des micro via non remplis par exemple. Donc une fois qu'on a rempli tout ça avec tous nos composants, on va pouvoir cliquer sur suivant. Et donc là, l'outil va nous inviter à choisir notre classe de routage. Donc ici, il nous propose la RC6 et la RC7 qui est compatible. Donc là, moi, si j'ai le choix entre RC6 et RC7, évidemment, je vais prendre RC6. La carte va être moins complexe à fabriquer. Une fois choisi, ici, on voit un petit résumé, mais c'est surtout en bas. On va pouvoir peaufiner et voir rapidement, essayer d'anticiper ce qu'il y a aussi sur notre carte. Donc le passage entre deux trous métalliques, entre deux vias, des zones denses dans notre carte, et du coup on pourra pouvoir peaufiner, changer quelques valeurs pour voir si ça change, si je peux baisser quelques valeurs sur certains paramètres pour pouvoir passer certaines pistes. Donc voilà, c'est vraiment interactif, dynamique, ça change tout de suite, on peut voir tout de suite combien de pistes on peut passer entre deux trous. Voilà, c'est plus pour affiner, mais déjà ça permet d'avoir une première vue et de choisir sa classe de routage un peu plus facilement qu'avec le PDF. Une fois qu'on a sa classe de routage, on veut connaître les paramètres. Et donc ici, on va retrouver donc dans les ressources un tableau dynamique, où ici on va retrouver vraiment l'intégralité des tableaux qui sont dans la spec.
Et donc ici paramètres de conducteur. Donc ici c'est un format dynamique. On peut cliquer sur les lignes et on va retrouver. Donc par exemple si je veux la largeur minimum d'un conducteur, je peux cliquer dessus. Donc CO1. Donc hop, on peut vérifier CO1 ici là que c'est bien ce que je recherche. Et ici on a la définition aussi. Donc l'avantage de cet outil, on le voit rapidement, c'est que au lieu d'avoir ces informations-là sur 3 pages dans le PDF, on les a à portée de clic. Et si jamais on a choisi la classe RC7, on peut la mettre en surbrillance et puis ou RC6. Et du coup, on peut voir tout de suite en surbrillance nos valeurs. Ici, on a aussi un filtre. Si on veut choisir, par exemple, si on veut connaître la distance qu'on veut entre un via et une piste, hop, on a juste à cliquer, on a tout de suite la bonne valeur qui arrive. Pareil, on peut toujours cliquer sur la ligne pour vérifier avec la définition que on est bien avec applicable entre une piste et une pastille de via. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des outils. Donc, niveau outils et ressources, on arrive à ça. En ressources, on a aussi ici, vous allez trouver le sous-main que Christian vous a montré. Donc vous pouvez le télécharger, tout est gratuit évidemment. Et la formation. Donc ici vous pouvez, si vous cherchez Hafner Spec et formation, vous allez tomber sur une formation gratuite où vous allez retrouver. Donc là il y a plusieurs chapitres et il y a aussi des vidéos que j'ai mis sur YouTube. Et ça doit durer des 13 minutes, des 10 minutes, mais ça permet de bien voir rapidement. En vidéo, on voit toujours un peu mieux, c'est plus facile d'expliquer. Vous aussi pouvez retrouver une interview de Christian qui détaille un peu comment est arrivé ce projet et aussi une super interview de Noémie pour en connaître un peu plus sur l'UF 91 et tout ce qui va avec. Voilà. Alors pour ceux qui souhaitent, qui sont pas formation en ligne mais qui préfèrent du présentiel, j'ai une formation en présentiel grâce à WeNetwork, donc à Angers pour ceux qui ne connaissent pas, un Technocampus, sur une journée où je présente la fabrication, je reviens sur la fabrication du PCB. Pour cette journée, je revois les bases de la fabrication d'un PCB. Malheureusement, on constate que souvent cette connaissance elle est négligée, pourtant elle est très importante pour comprendre l'impact de nos choix en conception. Là, vous pouvez retrouver la formation. Il y en a une qui arrive très prochainement, le 16 octobre, pour ceux qui veulent s'inscrire. Et il y en aura probablement une dans le premier semestre en 2026. Pendant cette formation aussi, je présente donc comment on fabrique un PCB, mais aussi j'ai vu une question en live là, comment on pouvait intégrer facilement les paramètres dans notre logiciel. Donc là, je donne aussi des exemples où on peut voir. Donc là, c'est le Contraint Manager de Cadence. Donc là, j'ai montré un exemple comment on pouvait intégrer tout ça dans Cadence. De pas hésiter à me donner, je vais avoir un peu de temps de retour d'idées, d'outils ou de formation que vous voulez. S'il y a des compléments, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour approfondir aussi le sujet de la 2212. Que vous conseillez le podcast que j'ai fait au début d'année en janvier avec Christian, qui a très bien marché d'ailleurs, pour mieux apprendre la genèse du document. Petite promo aussi, là, il y a le prochain épisode là, qui sort à midi avec l'excellente prestation de Sébastien Rospit de WeNetwork sur la stratégie de l'électronique en France. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour ne pas louper les prochaines infos sur l'AFNOR. On communique pas mal sur ce réseau. Si je devais dire une dernière chose, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le projet 2212 et apporter votre expertise avant que le document passe en IEC. Il est encore temps, quoi. Voilà, je passe à Christophe. Bonjour à tous. Merci Grégoire. Donc, je suis Christophe Lotte, je suis le président de la société Aster Technologies. On est éditeur de logiciels. Je travaille en normalisation I3E, principalement aussi aux États-Unis depuis presque 30 ans. Et j'ai rejoint l'Hafner Spec dès le début. Je suis aujourd'hui vice-président de l'UF 91 et avec Christian, on représente la France dans les discussions internationales avec l'IEC. Je vous ai préparé une démonstration de notre outil et je vais tout de suite partager mon écran pour lancer ma démonstration que j'ai préalablement enregistrée. Ça prendra 9 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Christophe Lotz, président d'Aster Technologies, société basée à Cesson-Sévigné près de Rennes.
sommes experts en Design for Excellence, DFX. Aujourd'hui, je suis en charge de vous présenter l'outillage de l'AFNOR Spec 2212 dans un logiciel de DFM, Design for Manufacturing, Design for Manufacturability. Il s'agit de l'analyse de fabricabilité des PCB, circuits nus, ou des cartes assemblées, PCBA. Il y a 4 notions différentes de DFM. Le DFM CAO, DRC, le Design Route Checking, est un outil qui permet, pendant les phases de routage, de s'assurer que la carte respecte bien un certain nombre de contraintes mécaniques. Il y a le DFM PCB, Design for Manufacturing. Il s'agit de vérifier, pendant les phases d'industrialisation, que la carte nue ou PCB peut être fabriquée. Ensuite, le DFA, DFM PCBA, Design for Assembly. Il s'agit de s'assurer que les composants pourraient être assemblés sans aucune difficulté. Et enfin, le DFT, DFM Test, Design for Test. Il s'agit de s'assurer que les composants seront inspectables grâce à une machine d'inspection optique, AOI ou AXI, hors d'un test ICT, avec une planche à clous, ou grâce à des sondes mobiles avec un test offline probe. La notion de DFM au sens large s'inscrit dans un concept qui s'appelle le shift left, qui consiste à faire remonter des phases d'utilisation, de fabrication du PCB, de fabrication du PCBA, des phases d'industrialisation, les informations nécessaires au concepteur pour éviter que les problèmes ne se reproduisent. Dans la branche du bas, on va trouver des standards tels que ceux de l'IPC ou des normes IEC AFNOR Spec 2212. Et dans la branche du haut, tous les retours de terrain qui sont susceptibles d'éviter au concepteur de reproduire le même erreur plusieurs fois. Un outil DFM moderne doit être capable d'embarquer la totalité de ces aspects. Nous avons 4 types d'utilisateurs principaux pour les outils DFM. Le concepteur, il fait les choix critiques, sélection des packages, ce qui induit la taille des conducteurs et les isolements. L'industrialisation, contrôle des données CAO pour la fabrication des PCB et des PCBA, le but étant de valider la fabricabilité chez un plus grand nombre de fabricants. Le fabricant de PCB lui-même, lorsqu'il reçoit les données, veut s'assurer de la capacité de sa chaîne de production avec son logiciel. Et puis enfin, l'EMS ou le contract manufacturer, le sous-traitant de fabrication, qui va vérifier la capacité de l'assemblage à travers ses outils de production. Ces 4 groupes de personnes ont généralement 4 groupes de logiciels différents. Le concepteur, lui, va utiliser son environnement de conception, Altium, Cadence, Siemens Mentor Graphics, Zuken, et à travers cet environnement, accède à des moteurs de vérification de règles. Malheureusement, il y a peu ou pas de paramétrage industriel. En phase d'industrialisation, les principaux fournisseurs sont Aster, Vaio, les Chinois, et Siemens, les Allemands. Sont des logiciels on-premise, donc installés sur votre PC, malheureusement relativement peu déployés. Les fabricants de PCB utilisent des outils spécifiques tels que Genesis ou Camco, avec un fort niveau d'équipement. C'est évidemment ces outils qui leur permettent de lancer la production. Enfin, les PCBA, les fournisseurs principaux sont Aster, Vaio et Siemens, avec des logiciels installés sur les machines, avec un niveau d'impact relativement faible. L'évolution de l'électronique induit énormément de changements sur les outils de DFM. Avec l'AFNOR Spec, nous avons d'abord travaillé sur les matériaux PCB à travers les rigides. Une norme complémentaire a été déjà rédigée, est en préparation avec les flex rigides. Nous avons ensuite des PCBA qui peuvent être maintenant partitionnés avec une zone RF, une zone hyperfréquence, une zone de puissance ainsi que du digital. Des designs qui peuvent être de plus en plus complexes avec la miniaturisation des composants et du multisourcing, ce qui implique des paramétrages industriels de routage. Une fabrication qui est plus complexe, qui nous amène aux bornes des limites technologiques, ce qui induit la nécessité d'un DFM automatisé. C'est pas envisageable de faire des vérifications de plusieurs milliers de checks, voire millions de checks à la main. Et enfin, l'enjeu économique est majeur avec le time to market. Il faut être le premier sur le marché, produire un produit sans défaut et éliminer les conditions des redesigns qui sont extrêmement coûteux. Tout cela passe par la continuité numérique. Je vous propose maintenant une démonstration. Nous voilà maintenant dans le logiciel DFM Express d'Aster Technologies. Sur la gauche, vous avez un visualisateur 2D basé sur les données layout natives de votre système CAO, donc. Nous supportons aussi le format ODB++ et le format IPC, ainsi que les cardères. À droite, vous avez un visualisateur 3D qui vous permet de visualiser la carte dans un environnement interactif 3D
Lorsque la carte a été sélectionnée, la première fonction qui nous intéresse, c'est le DFM Checker, qui embarque des règles issues de vos propres bases de règles DFM, mais aussi les règles IPC et la fameuse règle AFNORSPEC 22. Pour cette démonstration, je sélectionnerai un fichier light afin de ne pas avoir un temps d'exécution qui soit trop long. Mais je vous présente les règles AFNORSPEC embarquées dans notre logiciel. Comme vous le voyez, les graphiques reprennent ceux de la norme AFNORSPEC, ainsi que le libellé déroule dans la version anglo-saxonne. Les différents seuils viennent de la table AFNORSPEC 2212, qui, pour chacun des paramètres routing class de 1 à 10, de la complexité la plus simple jusqu'à la complexité la plus élevée, vous donne des paramètres recommandés ou les paramètres préférés. Ces paramétrages vont être automatiquement utilisés par notre DFM Checker, donc très facile à mettre à jour, à partir de l'information Routing Class Analysis, qui est spécifiée ici. Nous avons équipé le logiciel d'une fonction Routing Class Analysis, qui vous permet en quelques clics de collecter des informations clés sur la carte. Typiquement, ce tableau Routing Class Analysis en vert nous montre que c'est la Routing Class 5 qui est celle qui est préconisée, parce qu'un composant nécessite cette routing class, alors que 242 autres composants auraient pu être compatibles de la routing class 1. Discussion avec le designer pour savoir si c'était le seul package disponible pour peut-être redescendre la routing class vers un niveau plus bas. On va passer maintenant à l'analyse. C'est extrêmement simple. Vous cliquez sur Run Analysis et le logiciel se lance. Sur la gauche, vous allez avoir les règles qui s'affichent avec les différents résultats. Dans un premier temps, le nombre d'analyses effectuées. Le chiffre en rouge, le nombre de violations détectées. En orange, le nombre de warnings. Vous avez une progress bar en bas qui vous permet de savoir quel est le niveau d'avancement. On se retrouve dès la fin de l'année. L'analyse est maintenant terminée et le logiciel nous résume sur la gauche les règles qui ont été appliquées. Celles en vert sont celles sur lesquelles aucune violation n'a été détectée. Les règles sur lesquelles une violation est apparue apparaissent en rouge. Nous constatons que la clearance entre deux vias n'est pas respectée. Le status apparaît en rouge. La carte en zoom avec la zone dans laquelle la violation apparaît. Et puis ici, vous avez donc les deux vias qui apparaissent. Si vous double-cliquez sur l'image, vous voyez les deux vias à l'intérieur des couches et les zones de course-appui qui apparaissent. Toutes les règles sont basées sur le même mécanisme. Ici, nous avons un problème avec une couche interne où du cuivre externe a créé potentiellement un conflit. Nous avons le visualisateur de couche là, qui nous permet effectivement de constater que ici, du cuivre est trop près du bord de terre. Lorsque vos analyses sont terminées, rien de plus simple, vous activez l'outil de reporting afin de transmettre vos résultats aux personnes qui feront les modifications. Vous obtenez donc ce rapport mis en forme par notre outil de reporting qui vous permet d'avoir le formatage qui vous convient, une hiérarchisation sur la droite qui permet d'aller directement dans les différentes règles, un rappel de la nature du contrôle, une petite image qui montre où était la mesure, ainsi que les différentes violations qui ont été constatées. Vous pouvez librement ajouter des commentaires. Dès que ce rapport est disponible et qu'il vous convient, vous pouvez l'exporter. Je retient le format Excel qui est extrêmement pratique. Lorsque le rapport est généré, il s'ouvre automatiquement dans l'application Excel, exactement à la même mise en page. Vous l'avez constaté, un outil simple, moderne, ergonomique, qui vous permet en quelques clics de valider votre design sur le jeu de règles qui vous convient. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Ça m'a permis d'être vraiment en neuf. Merci beaucoup Christophe. Non, c'était bien et on peut être très fiers de voir deux entreprises françaises, les premières à dégainer sur le sujet et ça faisait longtemps, donc c'est vraiment une vraie fierté aussi bien pour Grégoire que pour Aster et toi Christophe de cette première concrétisation qui montre que dans nos systèmes paramétriques, quand on dispose de paramètres, ça démultiplie l'effet. Juste une précision, je voulais dire qu'on a déjà réussi, grâce à notre outil, à équiper des sociétés américaines avec la FNOR 2212. Nous sommes actuellement en discussion avec des sociétés vietnamiennes et on a déjà des utilisateurs en Inde. Donc c'est une belle promotion de cette techno. En effet.
Je vais prendre le timing, il est pas mal. On est un tout petit peu en retard, mais c'est pas tant que ça. Et c'est pour une première, c'est première du F91 en webinaire, c'est pas mal. Alors je vais apporter une conclusion et puis après on pourra prolonger un petit peu s'il y a des discussions et autres. On verra comment on procédera. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions-réponses. Merci aux collègues qui ont apporté en ligne les réponses. Moi j'ai voulu m'y mettre un petit peu, mais j'ai eu du mal à suivre et à répondre. Donc merci à ceux qui ont apporté les réponses et puis on reviendra naturellement vers tous ceux dont on n'aura pas pu apporter les réponses. Si certains veulent poursuivre un peu au-delà de 11 heures, ça sera possible. Alors, en synthèse, j'ai repris un post LinkedIn qu'on a fait en fin 2023 au début 2024, je me souviens plus très bien, et je l'ai relu récemment et je l'ai trouvé toujours aussi juste en termes de contenu. Donc si vous voulez, et là pour tous les gens qui font de la conception, fabrication, éducation en carte électronique, l'AFNOR 2212 est vraiment un élément facilitateur, accélérateur des enseignements de manière efficace. Donc, si vous voulez faciliter l'enseignement du routage des cartes électroniques, si vous voulez fluidifier la communication entre la conception et la fabrication, on l'a évoqué un peu tout du long, simplifier vos coopérations avec vos partenaires. Quand vous êtes plusieurs à travailler sur un même programme, même projet, plusieurs cartes, avoir une cohérence, une homogénéité, ça va être beaucoup plus simple. Et pour définir la cadre de fonctionnement entre tous, connaître les caractéristiques clés des circuits imprimés. On montre à travers ça que les caractéristiques dimensionnantes des circuits imprimés, on les a catégorisées, donc on sait se positionner sur le niveau de complexité de l'objet qu'on est en train de commettre. Si on veut accélérer les mises sur le marché des cartes électroniques, éviter les redesigns, éviter les étapes d'interaction, d'échanges multiples entre conception et fabrication. Si vous voulez réduire vos coûts, parce que derrière c'est bien ça, quand on conçoit au juste niveau d'exigence, on est par construction dans une démarche de réduction de coûts. Et si vous voulez rajouter les DFM online cohérents en conception et en fabrication, et surtout avoir la même référence et ne pas contrôler avec des règles différentes de celles que vous avez pu avoir en conception, ce qui est généralement le pire des scénarios. Éliminer les conceptions trop spécifiques, mesurer lorsqu'on est en écart par rapport à l'état de l'art industriel des cartes électroniques. Vous allez pouvoir tout de suite identifier si vous choisissez un composant avec un pitch de 0,4 sur une carte où vous espériez des coûts très bas de production avec des routing class 3 ou 4, vous créez un souci en amont et que vous ne pourrez pas vous en sortir. Connaître les besoins de ce futur en conception et fabrication électronique. Notre travail offre une roadmap, une visibilité de ce que l'on a besoin à telle échéance par rapport à nos enjeux d'ingénierie en électronique. Et j'ai vu des questions dans le chat autour de ça. Comment on adresse celui-là, si vous voulez disposer d'un support gratuit en français et en anglais, efficace dans l'esprit des normes telles qu'elles étaient par le passé, et sincèrement, on a besoin d'initier une dynamique à nouveau désirable de la filière électronique française, et j'insisterai, des cartes électroniques qui est, je dirais, un segment qui est passé vraiment sous les radars. Donc, on vous invite à expérimenter la conformité AFNOR Spec 2212. On ne vous surprendra pas. J'en profite pour saluer également l'engagement de la DGA qui, dès le départ, a compris l'intérêt et l'efficacité opérationnelle pour toute la design supply chain d'avoir ce type d'initiative. Et la DGA a été la première avant le ministère de l'Industrie avec qui on échange actuellement. Ils ont été les premiers et je trouve que c'était le meilleur témoignage qu'ils ont pu faire en prenant la présidence de l'UF 91. Et je remercie Catherine Geffos-Davenel qui doit être présente. J'ai pas vérifié si elle était connectée ce matin, mais je remercie vraiment d'avoir lancé cette impulsion en 2022 et d'en avoir assuré la présidence 2022-2025. On était en phase de reconstruction de la filière électronique au sens carte électronique. Donc je vous invite et vous retrouverez son testimonial. Derrière, on a une roadmap qui a été évoquée par William, qui a été évoquée par Grégoire et également par Christophe. On a des ambitions fortes et des ambitions, pour l'instant, toutes celles qu'on a eues, on les a réalisées. Donc c'est pas je profite de ce qu'avait dit William. On célèbre bien nos résultats et pas forcément nos lancements. On va lancer des choses et ensuite on est bien là pour célébrer les résultats opérationnels en termes d'efficacité. On n'attend pas
des récompenses directes pour nous. On est vraiment au service d'une démarche plus large au niveau de la filière électronique. Donc, on a le sujet AFNORSPEC 2212 qui est passé au niveau IEC. Donc là, vous voyez, au niveau mondial, et on est sur les notions administratives de copyright entre France et IEC qui sont en train de se solder. Donc, le document au niveau international va arriver rapidement. Il sera dans l'état de celui que vous avez en termes de paramètres. C'est le même document qui va être utilisé pendant 3 ans au niveau international, et on lance en parallèle l'instruction avec les autres pays pour faire les ajustements nécessaires, qui sont pas si nombreux que ça, mais on en a pointé quelques-uns, et on fera ça, je dirais, au niveau international. Donc il va nous falloir des moyens et de l'énergie pour le faire. On a fait un travail en 2024 pour adresser les circuits imprimés flex rigides, circuits imprimés importants dans certains secteurs d'activité comme l'aéronautique, comme la défense, le spatial, mais également dans d'autres types d'activités. On a défini un socle technique qui était porté par Agnès qui nous a quittés cette année et qui a porté ce travail d'écriture du socle technique nécessaire à la standardisation. On démarre l'AFNORSPEC, la traduction en AFNORSPEC, ce travail sur les flex rigides. On a derrière également avancé et bien avancé sur tout ce qui est paramètres de placement routage relatif aux tests structurels des cartes assemblées pour l'InCircuit, pour le fly-in probe, etc. Donc là, on a également cette initiative dédiée aux tests des cartes, parce que les gens qui font du placement routage savent que ce sujet, s'il n'est pas anticipé, derrière, il pose problème de manière récurrente, avec des coûts, des impacts sur les coûts d'obtention des pièces délivrées bonnes, in fine, vraiment critiques. Et pareil, on aura le même cycle, et on a également des demandes pour identifier les paramètres relatifs. Les paramètres, je parle bien toujours des paramètres CAO. Notre originalité UF 91, c'est de regarder la carte électronique par l'angle de la conception, ce qui ne se faisait plus. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là d'adresser tous les socles des règles industrielles à prendre en compte en conception, le routage, l'assemblage et le test des cartes. On a des ambitions. Alors, peut-être que je l'ai pas évoqué là, mais non, c'est sur ce dernier slide. Comment on va arriver à tout ça? Il faut rejoindre l'AFNOR UF 91. Donc, c'est la structure officielle qui représente la France d'un point de vue international. C'est une structure que l'on a délaissée en France. On en était les leaders pendant de nombreuses années. On l'a délaissée dans les années 95, je dirais 95-2015. On a réactivé au service de toute la filière cette commission qui doit redonner de la visibilité aux cartes électroniques en France. La carte électronique est aussi importante que tous les autres éléments du monde de l'électronique. Donc, on va redonner cette visibilité, et je vous invite à adhérer, à rejoindre l'AFNOR UF 91. L'adhésion est plus coûteuse pour les grands groupes. Par contre, elle est gratuite pour le monde académique, elle est gratuite pour des laboratoires de recherche, elle est gratuite pour des petites entreprises. Donc, bénéficiez de ces avantages pour rejoindre l'AFNOR UF 91. On va vous donner les contacts juste après. Ensuite, on a parlé de la France, on a parlé du monde international à travers l'IEC. La présidence au niveau IEC, on a la chance que ça soit un Allemand de Bosch qui est président de l'IEC TC91. Mais ce qui est décevant, c'est que l'étage européen, le Sénélec TC91, n'a pas d'activité, et simplement un syndicat, un secrétariat rapporteur, mais on a besoin de porter certaines activités au niveau européen, et on va initialiser, et on est en cours de voir la mécanique pour le mettre en place. On est en cours d'activer une démarche de standardisation des paramètres de routage pour les substrats SiP, substrats organiques, à l'étage européen, parce qu'on a des volontés de reprendre une certaine position de leader dans certains secteurs d'activité du monde du SiP en France et en Europe, et on doit s'attacher à avoir cette cohérence sur notre capacité à designer les substrats des SiP. Et on a d'autres sujets qui sont majeurs dans les environnements d'ingénierie de conception, c'est toute l'interopérabilité entre les outils de conception et de simulation, pas
pas uniquement sous l'angle physique, au sens de la carte électronique du placement routage, mais également dans les champs du monde logique, échanger les schémas électriques entre les environnements de test, d'analyse de test de tout type ou entre systèmes CAO. Pour la partie conception, schéma électronique avec les formats EDIF et autres, on doit réaffirmer l'importance de disposer de formats opérationnels très efficaces pour tous ces champs. Message, rejoignez l'UF 91 et aidez-nous à faire rayonner les cartes électroniques sur le territoire national pour notre compétitivité d'ensemble. Pour finir, les contacts, comme ça vous les aurez dans le support vidéo qui vous sera remis également sur l'ensemble des slides qu'on vous a préparés. Nos emails à Christophe, vice-président du F91, et moi, Christian, président du F91 depuis juste avant l'été. On fait ce travail pour la filière comme on le ferait dans une démarche purement associative au niveau du collectif. C'est bien cet engagement qui nous anime de faire rayonner à nouveau l'électronique en France. Mais je vous ai mis également les deux contacts indispensables qui assurent le secrétariat de l'UF 91. Donc une pensée amicale vers Noémie. Donc Noémie a eu un congé maternité et elle doit nous rejoindre le 15 septembre en forme, je l'espère. Donc Noémie, au plaisir de te retrouver pour poursuivre le secrétariat de l'UF 91 avec le dynamisme que tu portes, et un remerciement également chaleureux à Sacha. Sacha a assuré l'intérim de Noémie auprès de l'UF 91 depuis son départ en congé maternité, et tu as fait ça de manière très efficace également, Sacha, de manière très rapide. Ça a été un plaisir également pour nous. Donc vous avez ici les 4 contacts qui sont que vous pouvez revenir pour si on veut aller plus loin sur aussi bien rejoindre l'UF 91, contribuer au sujet d'instruction sur les flex rigides, sur le test structurel. Comme le disait Grégoire, suivez l'activité LinkedIn, suivez notre activité, et vous aurez une place à prendre tous dans ce dispositif. Je vous remercie, je clôture là-dessus.